Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la Marine nationale qui met la main sur 3 tonnes de cocaïne à 425 km au large des eaux du Sénégal. Les 7 membres de l'équipage ont été mis aux arrêts. À suivre dans ce 20h, les explications du chef des opérations à l'état-major de la Marine. Djeri Diallo, l'un des soldats tués lors des opérations de sécurisation dans le Nord Signan, est originaire de Saint-Louis. Le jeune homme qui venait de se marier laisse derrière lui une famille meurtrie. Reportage à suivre également dans ce 20h. Le Parti socialiste a investi Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. La secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye soutient que le Premier ministre est le profil idéal tout en évitant des militants à un soutien sans faille. Et puis l'appel de l'archevêque de Dakar au peuple sénégalais en direction de l'élection présidentielle. Monseigneur Benjamin Ndiaye demande à chaque Sénégalais de choisir en toute liberté, sans violence, sans invective. C'était en marge d'un colloque sur la mission de l'évêque en contexte sénégalais. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'accident du véhicule de l'armée qui a tué 4 soldats lors de l'opération de sécurisation de l'armée dans le Nord Signan. L'un des autres soldats tués, originaire de Saint-Louis. Nos reporters se sont rendus à la maison mortuaire. Djeri Diallo vient juste de se marier et il laisse derrière lui une famille meurtrie. Ousseynou Diop et Habib Seck sont allés sur place pour vous. Reportage. Dans la maison familiale de Djeri Diallo, tué lors de l'accident d'un véhicule de l'armée qui avait sauté sur une mine dans le Nord Signan, les parents et amis attendent toujours le corps du soldat. Sa maman et les voisins témoignent difficilement sur le défunt soldat. Je suis très touché. Mon enfant a tout fait pour moi. Lorsqu'il était élève, il travaillait comme journalier pour m'aider. Il assurait tout dans la maison parce que je ne suis plus apte à faire certaines tâches. Aujourd'hui, nous avons une grande tristesse car Djeri était l'ami de tout le monde. Il aidait tous les voisins. Pour son père, Seydou Diallo, Djeri a tout fait pour le soutenir. Selon lui, il assurait toutes les dépenses quotidiennes dans la famille. Je remercie mon fils. Il a tout fait pour moi. Il a assuré les dépenses quotidiennes. Il a acheté le riz, l'huile. C'est pourquoi je le remercie. Et je prie pour que Dieu l'accueille dans son paradis. Djeri fait partie des 4 soldats tués lors de l'accident d'un véhicule de l'armée qui avait sauté sur une mine dans le Nord Signan. Dans cette partie du pays, la Grande Muette mène des opérations de sécurisation depuis quelques jours. Et puis la police a démantelé un réseau de malfaiteurs, tous des repris de justice selon le commissaire Sangaré. La bande effectuait des cambriolages dans des entreprises de la place et s'attaquait également à des innocents avec des armes blanches, armes à feu et autres matériels nuisibles. Selon toujours la police, le gang travaillait avec le célèbre bandit à Boy-Guinée. 3 tonnes de cocaïne interceptées par la Marine nationale à 425 km au large des eaux du Sénégal. Cette drogue est évaluée entre 126 et 270 milliards de francs CFA. 7 membres de l'équipage ont été arrêtés. Il s'agit d'un Sénégalais, 5 Bissau-Guinéens et un Vénézuélien. Le capitaine de vaisseau Djibril Diawara, chef des opérations à l'état-major de la Marine, s'en explique. Je vous propose de le suivre. Interception par un patrouilleur de la Marine nationale dénommé le Wallo d'un navire qui transportait une cargaison de cocaïne en provenance d'Amérique latine et vers les côtes ouest africaines. Donc l'opération a été menée le 14 décembre 2023 dernier. Elle a permis d'appréhender ce navire avec ses 7 membres d'équipage.
qui sont de nationalité sénégalaise, vénézuélienne et bissau-guinéenne. Donc le navire a été dérouté vers le port de Dakar, où, comme vous venez de le voir, l'ensemble des services compétents a procédé à l'arraisonnement, à l'accueil et à l'évaluation du produit. Cette évaluation a permis de déterminer qu'il y avait une quantité de 3 tonnes de cocaïne qui était transportée par le navire. L'ensemble de ce produit ainsi que les membres d'équipage, de même que le navire, ont été mis à la disposition des services compétents, c'est-à-dire les services de police et de douane, pour procéder à la suite des enquêtes. Culture et économie à présent, dans un contexte où l'immigration clandestine reste un fléau préoccupant pour de nombreux jeunes Sénégalais. À Yarar, un groupe de jeunes a décidé de mener un combat différent. Ils ont récemment organisé un festival Kaiwane Lingaman, une initiative novatrice axée sur la promotion de l'entrepreneuriat pour mieux faire face à l'immigration clandestine. Nos reporters ont pris part à cette activité. Ibou Diouf, Abdoulaye Anne. Dans ce village traditionnel de Yarar, la communauté a été profondément affectée par le phénomène de l'immigration clandestine qui a conduit à la perte douloureuse de nombreux jeunes. Ces jeunes, poussés par le désir d'une vie meilleure, se sont aventurés dans le voyage périlleux à travers l'océan Atlantique. D'autres jeunes restés au pays ont eu l'idée de combattre ce phénomène à travers ce festival dénommé Kaiwane Lingaman. Le festival Kaiwane Lingaman, c'est un concept que 3 jeunes ont initié parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont désespérés, il y a beaucoup de jeunes qui partent en mer parce qu'ils ne voient pas de travail, surtout côté local. Essayer au moins de faire quelque chose pour sensibiliser surtout les jeunes entrepreneurs qui sont de Yarar, de leur motiver de rester au pays. Face à la recrudescence de l'immigration clandestine, ce festival Kaiwane Lingaman est une activité qui est à la fois culturelle et économique pour servir de turbine à ces jeunes entrepreneurs. Je trouve que c'est une très belle initiative. Je ne peux que remercier ces jeunes, car je vois certains parmi eux qui ont pris le risque de prendre la pirogue alors qu'ils avaient l'avenir devant eux. Kaiwane Lingaman est une initiative qui vise la formation des jeunes et d'inciter cette jeunesse à entreprendre au pays pour contribuer au développement. Surtout ici à Yarar, on a beaucoup d'amis qui sont partis. Ils sont introuvables. Il y a aussi beaucoup de pertes. Tu vois, il y a aussi beaucoup de jeunes qu'on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas. On a constaté il y a beaucoup d'entrepreneurs jeunes. Ils ne trouvent pas de boulot. Ils ont une formation, mais ils n'ont pas de boulot. Agir pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes à travers ce festival Kaiwane Lingaman s'inscrit dans le cadre de recherche d'opportunités dont l'objectif général est de contribuer à freiner l'immigration clandestine à travers des actions concrètes. Pendant ce temps, les pêcheurs de Mbour demandent la subvention de l'État sur les prix des pirogues à fibre de verre. C'est lors de la réception de cette pirogue d'une échantillon moderne pour la surveillance que le comité local des pêcheurs de Ngaparo a porté le plaidoyer. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage signé des Matidian avec les images de Mamadou Gueye. Satisfait de la pirogue à fibre de verre reçue de façon symbolique pour la surveillance, le comité local des pêcheurs de Ngaparo demande une subvention de l'État sur les prix. Vous avez vu que l'État a commencé à subventionner les moteurs. Et je pense que cette idée de subvention des moteurs viendra à son heure avec aussi l'appui de l'État pour au moins subventionner les pirogues à fibre vert. Et que je pense que l'État ne manquera pas de nous revenir à la pointe. Une préoccupation que la Société des infrastructures de réparation navale CIRN s'engage à prendre en charge. Des démarches ont été faites allant dans le sens de l'exonération des matières premières et également de la TVA pour permettre que les prix puissent diminuer. Parce qu'au début, les pirogues variaient entre 8 à 12 millions pour les pirogues de catégorie moyenne, c'est-à-dire que des pirogues de 7 à 12 mètres. Mais au moment où vous parlez avec l'exonération,
Les prix varient de 3 à 7 millions maximum, suivant la catégorie des pirogues. Il rassure aussi les charpentiers qui se sentent menacés par ce projet. Des formations vont bientôt démarrer pour les capacités dans la fabrication des pirogues à fibre de verre. Toutes ces usines sont sous la couverte de la Société des infrastructures de réparation navale. Et ce sont ces usines qui sont chargées de fabriquer les pirogues en fibre de verre ici, mais également de procéder très prochainement à un transfert de technologie pour les charpentiers établis ici. Les pêcheurs ont aussi insisté sur l'aspect sécurité de ces nouvelles pirogues modernes et la consommation en gasoil. La CIRN a rassuré les CLPA sur ces 2 points. Nous allons à Boulal à présent. Les habitants de la commune ont reçu la visite de son Excellence Barthélemy Douaniuk, ambassadeur de la République de Pologne au Sénégal. Il est venu s'enquérir de l'état d'avancement de la plateforme communautaire, un projet à financer pour le développement des activités génératrices de revenus pour les femmes dans la transformation du lait dans cette zone où 70% de la population pratique l'élevage. Plus de détails dans cet élément signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi. La République de Pologne a financé la mise en place d'une plateforme communautaire pour la transformation du lait dans la commune de Boulal. Son ambassadeur a procédé à la visite des travaux. Avec le financement de cette modernisation, il est possible dorénavant de transformer le lait d'une manière plus rapide, moins fatigante et moins chère. L'idée qui est derrière, elle est très simple. L'idée, c'est d'aider nos partenaires, aider les communes, aider les gens à pouvoir s'enrichir plus rapidement avec leur propre travail. Chacun d'entre nous, quel que soit le pays où il habite, a un besoin de vivre dans la dignité. Cette plateforme a formé 40 femmes en entrepreneuriat et en technique de conservation de lait, a équipé la mini-laiterie des femmes et a aussi réhabilité l'espace de production de la plateforme communautaire des membres du directoire des femmes en élevage. Donc le projet appuie l'unité de transformation laitière de Boulal. D'abord formant les femmes, avec un volet renforcement de capacité, dans le domaine du leadership, dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et dans le domaine de la gestion financière. Ensuite, ils ont réhabilité l'unité de transformation, le bâtiment qui abrite l'unité de transformation laitière. Ils ont aussi modernisé l'équipement de l'unité avec des équipements vraiment à dernier cri. Selon les bénéficiaires, la plateforme va à coup sûr augmenter la production laitière. Mieux, elle va aussi réduire considérablement le taux de chômage dans la zone de Boulal, où 70% des populations pratiquent l'élevage. Danañ développer bu baax ñoo ngi leen di dénk waaw danañ gën a am meew dana gën a woyof ci liggéey bi dana gën a woyof ci ñun. Très touchés par l'appui de la République de Pologne, les femmes du Durfel ont offert un chapeau à son Excellence l'ambassadeur Barthélemy Douaniuk qui au retour leur a signifié sa pleine satisfaction. Parlons politique à présent. Amadou Ba investi ce samedi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar par le Parti Socialiste. Une rencontre tenue à la maison du Parti Socialiste. La secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye estime que le choix d'Amadou Ba est plus que judicieux parce qu'ayant le profil idéal, elle a invité donc en soutien sans faille de leur candidat donc à la présidentielle de 2024. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Mambiram Diouf et Alioune Diagne. À l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette désignation résulte d'une grande cohérence dans la démarche au regard des considérations et des prérequis ayant présidé à cette décision. Le Parti socialiste reste toujours attaché à ses valeurs, à ses options programmatiques et doctrinales, ainsi qu'à sa trajectoire historique. Faire de la politique pour le Parti socialiste, c'est définir et réaliser un projet tourné exclusivement vers la satisfaction des aspirations des Sénégalais, en particulier des jeunes, des femmes et des personnes du troisième âge. Faire de la politique au Parti socialiste, c'est veiller au renforcement de la paix sociale, de la solidarité, de la stabilité des institutions. C'est le respect de la personne humaine, la consécration de la démocratie et la sacralisation de la République.
La question liée à la bonne cohabitation entre journalistes et forces de l'ordre sur le terrain avant, pendant et après l'élection présidentielle au menu donc d'une rencontre à Ziguinchor, une initiative du Conseil national de régulation et de l'audiovisuel. Pour en savoir davantage, suivez cette correspondance signée Lamine Ba. L'équipe de Babacar Diagne boucle sa tournée de préparation des journalistes à la couverture médiatique de l'élection présidentielle par le sud du pays. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a mis l'accent sur le renforcement des compétences des journalistes sur la couverture médiatique du processus électoral. Nous avons passé en revue toute la pratique professionnelle qui sied en temps de campagne électorale. Malheureusement, nous l'avons constaté, les conditions de travail dans les régions pour nos jeunes confrères sont souvent malheureusement très mauvaises, ce qui entraîne énormément de changements. Et vous avez parfois devant vous un travail décisif, puisqu'il faut répéter ce que vous avez fait les échéances passées. Ce qui fait que le travail était extrêmement important, parce que les jeunes confrères, malheureusement, n'étaient pas très souvent au courant des différents textes de la réglementation en temps de campagne électorale. Heureusement que nous avons plus le temps de revenir sur tout cela. Autre question sensible au cœur des discussions de cet atelier de partage entre le CNRA et les journalistes, la sensible cohabitation entre journalistes et forces de l'ordre. Nous avons également abordé le travail des journalistes sur le terrain, le travail des journalistes par rapport aux forces de l'ordre. Et là, encore une fois, et là j'en profite pour remercier le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs sont tous venus, ont été représentés par leur adjoint. Ce qui nous a permis de discuter ces rapports-là, qui sont importants, et trouver les voies et moyens d'apaiser ces relations entre journalistes, correspondants, régionaux et forces de l'ordre. Pour les journalistes des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, l'initiative du CNRA vient à point nommé au regard du contexte sociopolitique tendu qui entoure la tenue de l'élection présidentielle. Nous savons que cette année, c'est un contexte particulier où donc le climat politique est un peu tendu. Donc c'est important que les journalistes aillent dans le sens de pouvoir donc avoir toutes les informations qu'il faut sur même les modifications qui sont intervenues au niveau du code électoral. Et tout cela donc contribuerait donc à donner la bonne information aux citoyens. C'est pourquoi donc on est à Ziguinchor dans le cadre de ce partage pour que vraiment ces connaissances-là soient actualisées au niveau des journalistes, mais que nous puissions également donc aller dans le sens de porter en bandoulière les notions de responsabilité, d'équité, donc du respect de l'éthique et de la déontologie. Des équipements ont aussi été remis aux journalistes de la zone sud par le CNRA pour leur faciliter la couverture médiatique de l'élection présidentielle. Puis l'archevêque de Dakar lance un appel de conscientisation au peuple sénégalais dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024. Monseigneur Benjamin Ndiaye estime que le citoyen doit choisir son président en toute liberté, sans violence, sans invective. Le respect du prochain donc doit condamner les attitudes des uns et des autres selon lui. C'était en marge du colloque sur la mission de l'évêque en contexte sénégalais. Je vous propose de l'écouter au micro de Daniel Diouf. On a le droit de compétir, la démocratie est ce qui nous unit pour pouvoir choisir librement nos candidats. Qu'on le fasse dans la paix, l'estime de l'autre, qu'il n'y ait pas d'injure ni de violence, mais que chacun, en défendant son programme, puisse vraiment convaincre les gens d'arriver à leur résultat. Et donc de ce point de vue-là, ce sur quoi j'insiste, mesurons notre langage, nos attitudes, et tout ce que nous pouvons dire et faire. Ne n'entrons pas dans la vindicte, ni dans l'agression, ce n'est pas bon, ni dans l'impolitesse. On ne peut pas servir le pays si on n'est pas d'abord distingué par sa qualité d'éducation. Alors, agissons en homme policé. Justement, le diocèse de Thiès qui a abrité donc ce colloque sur la mission de l'évêque en contexte sénégalais à la paroisse Marie Reine de l'Univers, une des étapes marquant les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye, un évêque dont la mission s'inscrit dans un contexte bien précis, celui du Sénégal d'aujourd'hui, un pays où tous les regards donc sont tournés vers l'élection présidentielle de 2024. Ce colloque est une occasion pour se pencher également sur les mots qui portent atteinte à la dignité humaine. Compte rendu signé Daniel Diouf. Dans sa charge pastorale, l'évêque est le bon pasteur venu pour servir et non pour être servi. Un homme de foi et de discernement, un homme d'espérance et d'engagement réel au service du troupeau.
On ne se choisit pas comme évêque, on est appelé à l'être. C'est une mission de service pour faire vivre une communauté chrétienne sous le signe du Christ, en ayant la conscience d'être un pasteur. Un pasteur, comme on le dit dans l'Église, il doit sanctifier le peuple chrétien, il doit l'enseigner et il doit le servir. L'évêque est donc accueilli dans l'Église comme le pasteur, le pêcheur d'âmes, le père, le frère, l'ami, celui qui réconforte, le serviteur. Autant d'images éloquentes, c'est-à-dire qui parlent d'elles-mêmes et qui renvoient au Christ Jésus. Ce colloque a permis une évaluation de la situation économique, sociale, environnementale, politique, culturelle et religieuse de notre pays. Une évaluation sans complaisance, un diagnostic antérieurement effectué par les évêques à la lumière de leur lettre pastorale intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix » publiée en novembre 1994. En effet, des années sont passées, des régimes se sont succédés, des générations ont cédé la place à d'autres, mais hélas, ce sont les mêmes soifs, les mêmes aspirations qui demeurent. Le Sénégal reste un pays pauvre. Cet état de pauvreté économique se voit et se vit dans la situation de précarité extrême de plusieurs familles que nous côtoyons en tant que pasteurs dans nos différentes communautés. Dans cette société sénégalaise malade des nombreuses situations d'injustice, malgré les efforts bien réels de promotion de la justice, de la paix, de l'équité territoriale et sociale, la bataille est loin d'atteindre son épilogue. Des défis dont certains relatifs à la mission de l'évêque dans le cadre de l'Église et de la société sénégalaise. C'est pourquoi l'évêque, comme pasteur et guide, artisan de justice et de paix, portera le souci des pauvres et marginalisés. Il essaiera aussi d'apporter des solutions à toutes les situations sociales qui n'honorent pas la dignité de la personne humaine. Nous pensons aux questions relatives à la santé, à la migration irrégulière. Dans son action pastorale, l'évêque ne peut manquer de prêter une attention particulière aux exigences d'amour et de justice qui découlent des conditions sociales et économiques des personnes les plus pauvres, les plus abandonnées, les plus maltraités. Ce colloque sur la mission de l'évêque en contexte sénégalais s'est tenu à Thiès, à la paroisse Marie-Reine de l'Univers, en présence du gouverneur de la région. Une des étapes marquant le jubilé des 10 ans d'épiscopat de son Excellence, Monseigneur André Gueye. Le 20 janvier 2024 sera célébrée la messe solennelle marquant la clôture du jubilé épiscopal de l'évêque de Thiès. Un moment d'action de grâce, mais aussi une occasion favorable pour un nouveau départ. Daniel Diouf, l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal avertit tous les professionnels qui sont dans l'illégalité. Ils seront tous traqués, rassure le président de l'ordre. Docteur Imam Thiam renseigne qu'il compte assainir le milieu qui est confronté à l'exercice illégal et la vente illicite de médicaments vétérinaires. Compte rendu donc de leur rencontre qui s'est tenue ce matin avec Alassane Ba et Ahmadou Ba. C'est une assemblée générale qui va permettre à l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal de revoir sa posture par rapport à la profession. L'exercice illégal de cette profession et la vente illicite de médicaments vétérinaires inquiètent ces professionnels. Le Conseil a eu à traiter beaucoup de cas d'abus et d'autres non encore traités. Des excès commis par des pharmaciens, des vétérinaires, des paravétérinaires, entre autres. Parfois, il nous arrive de traiter les animaux et de manière très maladroite à favoriser la rame, la résistance aux antimicrobiens. C'est pour cela que nous voulons véritablement encadrer la profession, encadrer la distribution du médicament et aller dans le même sens que les médecins, les pharmaciens, pour que véritablement nous puissions avoir un monde sain. Le principal défi pour l'ordre, c'est d'œuvrer pour le respect de la loi. La loi numéro 2008-07 du 4 janvier 2008 organisant la profession et la pharmacie vétérinaire au Sénégal. Je dis que ce soit en médecine humaine, que ce soit en pharmacie ou en médecine vétérinaire, nous trouverons toujours des personnes qui commettent des écarts. Et c'est pour ça que l'ordre des docteurs vétérinaires est là. Nous allons traquer les professionnels, qu'ils soient médecins vétérinaires, qu'ils soient pharmaciens, donc qui distillent des médicaments, qui ne sont pas à donner comme ça, mais que sur prescription médicale, nous allons les traquer. Et nous allons peut-être pas venir à bout, mais nous allons assainir le milieu. Assainir le milieu
pour mieux protéger les populations, leur pouvoir étant limité. L'ordre invite les puissances publiques à prendre leurs responsabilités. Parce que les ordres n'ont pas encore cette puissance au niveau du pays. Que ce soit l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins ou comme l'ordre des docteurs vétérinaires, nous n'avons pas cette puissance. La puissance publique appartient à l'État. Et c'est l'État qui doit accompagner pour protéger les populations. Si aujourd'hui, par exemple, on peut se permettre de libérer une personne qui, par derrière, avait commis le délit de faire entrer dans ce pays des médicaments frauduleux, moi je dis que c'est l'État qui est responsable. Nos prérogatives, c'est d'aller voir, d'évaluer l'infraction et de faire la notification au niveau des pouvoirs publics qui doivent prendre leurs responsabilités pour assainir. Cette assemblée générale ordinaire a pour thème la profession vétérinaire au cœur de la santé publique, occasion pour l'ordre de présenter le rapport d'activité 2022-2023. Encore avec le Magal Darosam ou à Kerserigne, Massamba Diop-Sam qui sont dans les préparatifs en ce moment. À cet effet, le CDD en présence des autorités administratives a permis de passer en revue les mesures prises pour une bonne organisation de cet événement religieux qui se tiendra le 20 janvier prochain. Nous écoutons à ce propos Moustapha Khan, il est le président du comité d'organisation. En 1997, Serigne Saliou Mbacké avait donné le ndigal d'organiser cette journée de ziara au khalifa de Serigne Abdou Samad Diop. Cette année, avec le nouveau khalife qui est en place, nous lui souhaitons une longue vie, Serigne Abdourahim Diop. Il a obtenu le ndigal de Serigne Mountakha Mbacké à, en tout cas, renouveler cette journée de prière qui est prévue le 20 janvier 2024 pour permettre vraiment aux talibés et aux dignitaires qui souhaitaient bénéficier des bienfaits qui sont attachés à la personne de Serigne Massamba Diop pour qu'ils puissent venir faire le ziyara, se rappeler un peu le parcours que lui-même il avait eu avec le chef. Nous avons fait le tour de tous les points, depuis la santé, l'hygiène, la sécurité, les sapeurs-pompiers, l'approvisionnement en eau, Sénélec et Sonatel. Toutes les doléances, en tout cas tous les besoins qui ont été exprimés, ont été en tout cas discutés avec le préfet et des dispositions ont été prises. Je pense que nous sommes très satisfaits de cette réunion et je pense que nous allons continuer à faire le suivi. La page des sports à présent avec la 8e journée de la Ligue 1. Tout d'abord avec ces deux résultats enregistrés ce samedi. Jaraaf neutralisé par l'AS Pikine. Un match nul blanc pour sa part. Djambar Assali a battu Diamono de Fatick sur le score d'un but à 0. Cette journée se poursuit donc ce dimanche avec 5 rencontres au programme dont en circulant Casa Sport Génération Foot. Tout est presque réuni désormais pour démarrer les travaux du stade de Yeumbeul Nord. Il ne reste que le déplacement des gravats sur le terrain, le raccordement d'un tuyau et l'immatriculation du projet pour démarrer. Des assurances données par la mairie et l'AGETIP au grand bonheur du monde sportif de Yeumbeul. Toujours impatient, nous voyons cela dans cet élément signé Chersali Boudiara. C'est un ouf de soulagement pour le mouvement sportif de Yeumbeul. Complaintes ou autres cris du cœur sont entendus. Le stade municipal va bientôt sortir de terre. Les travaux vont démarrer au plus tard, au mois de février 2024. Tout est maintenant réuni pour le démarrage des travaux. Tout ce qui bloquait est levé. Il y avait des procédures que nous ne maîtrisions pas. Elles vont prendre fin d'ici peu. Les travaux vont débuter et c'est tout ce que nous demandions à Yeumbeul. En cas de manquement, nous allons encore les dénoncer. Annoncé depuis un bon moment, l'érection de l'infrastructure a connu un retard qui s'explique. L'emplacement a servi de dépotoir des gravats à l'hôpital de Dantec. Puis, après le cassage des cailloux, les services compétents ont donné un cutus pour l'utilisation car il n'y avait pas de produits toxiques ou nocifs. En plus, il y a un tuyau à raccorder avant le démarrage des travaux. En un certain seuil, le ministre doit approuver. À la suite, le DCMP va immatriculer, ainsi nous pouvons donner l'autorisation aux entreprises de démarrer. Le stade à Yeumbeul Nord va disposer de 5000 places assises
entre autres commodités. En fait, c'est évolutif. Cela peut évoluer avec des tribunes découvertes. Il y aura un gazon synthétique, pas naturel, et cela nécessite beaucoup de préalables avant la pose du gazon. Outre des couches à mettre en place, il faut une conduite pour l'évacuation des eaux pour permettre de jouer même en temps de pluie. Tout cela fait que la pose du gazon prenne un peu de temps. Une telle infrastructure dans une zone à forte concentration démographique comme Yeumbeul peut contribuer à l'épanouissement de sa jeunesse et au développement des sports. Nawetan à présent avec la finale de la zone 2 de Sédhiou en catégorie cadette. L'ASC Réveil a remporté la finale face à Watosita en catégorie senior. Entente et championne devant l'ASC Kambeng. Occasion donc saisie par les jeunes pour réclamer la construction ou l'achèvement plutôt des travaux de construction du stade municipal de Sédhiou. Les détails avec Bakary Conté. Le terrain municipal de Sédhiou était plein à craquer. Les supporters sont venus de tous les coins de la commune. Il y avait du spectacle, du bon jeu. À la fin du temps réglementaire, c'est l'ASC Entente qui gagne l'ASC Kambeng par 1-0. Lamine Kongira, président de la zone 2, a saisi l'occasion pour réclamer l'achèvement des travaux de construction du stade municipal. On est satisfait à 100%. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une première ici à Sédhiou. Ceci est dû grâce à l'apport considérable du DG Ansou Sané qui n'a pas hésité à mettre des moyens colossaux pour que cette fête-là soit à la hauteur de celle que nous avons vécue aujourd'hui. Le stade, lorsque le président de la République était là, il nous avait promis qu'avant le début des Nawetan, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de décembre. Jusque-là, on n'a pas encore vu. C'est vrai, ils l'ont dit, le processus est en cours. Mais bon, un processus qui a démarré depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes désolés et nous pensons que nous ne méritons pas cela. Le directeur général du Grand Théâtre se réjouit de cette grande mobilisation de la jeunesse, promet d'informer les autorités compétentes sur la situation du stade municipal de Sédhiou. Mais ce qui reste constant, c'est que le chef de l'État, au-delà du fait d'avoir construit ce stade, a promis et a donné des instructions pour que véritablement ces stades-là soient gazonnés, gazon synthétique plus éclairage. Il avait donné pratiquement ses orientations lors du Conseil des ministres délocalisé et j'en ai parlé au Premier ministre Amadou Ba qui était en même temps le ministre des Sports et qui avait aussi donné des orientations parce que tout simplement c'est la Fédération sénégalaise de foot qui doit véritablement entamer ces chantiers et faire le nécessaire. Donc l'État n'a pas oublié. Toutes les 12 équipes de la zone 2 ont été équipées par le parrain. Des médailles, distinctions et une forte somme d'argent ont été aussi distribuées. C'est triste nouvelle pour boucler ce 20h avec Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah qui est mort à l'âge de 86 ans. L'émir du Koweït était arrivé au pouvoir en 2020. Le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, donc a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple koweïtien. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.